Bonjour à tous. Je pense qu'on va lancer la plénière 5. Si vous voulez bien prendre place. Un bon démarrage par rapport à cette plénière. Je vois qu'on va être peu nombreux dans la salle, mais vous êtes bien suivis en ligne. Comment? Eh ben, je peux vous dire que ça va être différent cette fois-ci parce que le dernier panel, il va réussir d'avoir un lien en informatique, hein, et vous êtes partagés en ce moment sur un ensemble de médias en parallèle. Alors, j'appelle les intervenants. Si Khalid Lazraq, c'est bien, l'Azhari, voilà. Il y a Sibrada Technique Projet de la FMCI. Narsa, le représentant de Narsa. Si Mohamed Chiboubi, voilà. Parfait. Et par rapport à ADD, comme on va être suivi en ligne, donc il y a bien une vidéo qui est bien lancée en parallèle. Alors, merci à vous d'être tous présents. Je vais un peu planter le décor, comme on dit, hein, parce que très souvent, il y a des intervenants qui vont nous informer de certains avis, mais cette fois-ci, ça va être l'occasion de dire qu'un modérateur, il met en place les intervenants. Et je laisserai, si Khalid Al-Azhari, en tant qu'expert par rapport à cette thématique, de prendre le pupitre et de nous définir en fait cette ville intelligente de Smart City. Voilà. Merci beaucoup, si Khalid. Bonjour, mesdames et messieurs. Je place un mot de remerciement à l'université qui s'ouvre toujours sur les experts, CITT et Innovatel et l'ensemble des organisateurs qui ne épargnent aucun effort à nous solliciter et à s'ouvrir sur le monde des professionnels. Donc, l'objet de mon intervention, c'est le rôle de l'ingénieur civil. On l'avait l'intelligente. L'ingénieur civil au sens large du terme. Le jargon suisse et belge appelle l'ingénieur civil l'hydromécanical, l'industriel et jusqu'à la limite du biologique ou de l'agro. Donc, ça englobe aussi l'architecte, le concepteur. Donc, juste un aperçu. Je suis un ingénieur de l'école Mohammedia. Je suis expert judiciaire, expert international. Je suis aussi spécialiste dans les modes alternatifs de résolution de différends, tout ce qui est arbitrage et médiation. J'opère aussi comme formateur et j'apprends toujours. Hein. Je n'hésite pas à aller au bon, sur les bons pour me former à cette tâche. Donc, on se forme toujours. Donc, je suis là pour partager avec vous quelques idées. Peut-être d'autres panels les ont évoqués. C'est quoi l'ingénieur de civil, dans un sens, qui englobe tout ce qui est AEC, architecte, engineering et construction. Je dis toujours, le topographe aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on parlera, c'est quoi une ville intelligente, juste pour simplifier un peu pour le citoyen lambda. Le citoyen, c'est lui, le noyau de la Smart City qu'on cherche aujourd'hui. La Smart City à Kenya, au Kenya, qu'on veut faire, c'est pas la Smart City à Cotonou, à Ouagadougou, à Rabat. Les composantes qui définissent un peu la ville intelligente, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, les aspects gérés par notre ami l'ingénieur, et quelques exemples dans le secteur de l'architecture engineering. Donc, les 5 mots-clés que j'ai mis en bas pour que vous fixiez dans votre tête qu'est-ce que c'est qu'une city, smart city, collaborer, économiser, innover, intégrer, simplifier. N'importe quelle solution qu'on peut créer, moi et vous, ça rentre dans le smart thinking. Donc, la Smart City aujourd'hui, c'est l'ensemble des objets connectés, les BIOD, Bring Your Own On Device.
des data données. Ces 3 outils d'innovation permettent à la ville de se mettre à l'usage et interagir. On parle toujours du collaboratif in English. Autrement dit, la Smart City, c'est une ville équipée de différentes solutions technologiques pour le public, semi-public. Gardez les 5 mots, vous allez être dans le jargon. Smart City, on parle de Smart Mobility, Smart Economy, Smart People. Le citoyen doit être smart, vous devez aujourd'hui penser smart. Les médecins, les diététiciens aujourd'hui vous disent, il faut manger smart. Le diététicien aujourd'hui nous le dit. Donc, smart government, smart environnement, l'environnement pour nous, d'accord, c'est la flore, mais aussi l'environnement politique, l'environnement juridique. On parlera tout à l'heure des smart contracts, smart resolution dispute, smart living. Donc, ça, c'est les composants. Smart mobility, donc, vous pouvez imaginer, réduire les risques liés à la mobilité, le transport multimodal, smart economy, aujourd'hui les grids, smart grid, qui vous gèrent l'énergie, l'eau, le transport, les commerces, smart office, les offices aujourd'hui ou les bureaux, les hard HQ, les quartiers headquarters, les directions aujourd'hui, ils vont disparaître, ils vont être un lieu de rendez-vous, on va se voir le mercredi. On a fait l'expérience au Covid, donc on se présente au bureau juste le mercredi pour une réunion. On ne se voit plus. Et Total Energy aujourd'hui, il a le DG à Paris ou en Suisse et le directeur de Middle East, il est à Singapour, donc il ne se voit plus. Donc l'économie, smart economy, d'accord, on en a parlé. Smart people, nous on doit être smart. Qu'est-ce que j'ai dit? Aujourd'hui, je vous fais un poteau. Le poteau au lampadaire, aujourd'hui, on y a mis, grâce à notre ingénierie, nous, simples citoyens, le panneau digital. Pour les non-voyants, on a mis le sonore, le capteur qui va capter une donnée environnementale. On y a mis aussi un senseur, une musique, un annoncement, trouver un chemin. Ça, c'est smart. C'est le panneau lampadaire. Et ce panneau lampadaire, il va être équipé de l'énergie, peut-être éolienne ou solaire. Ça sort de notre innovation, de la créativité. Smart gouvernement, bien sûr, on ne peut pas avoir sans une politique de l'État. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé de EcoCitiesNet. Il y avait le directeur des opérations, il a parlé. Et on a oublié de lui poser la question, est-ce que demain, si EcoCitiesNet va être géré par une mairie, la police qu'on va mettre là-dedans sera dans le smart, pour la sécurité, les sapeurs-pompiers et les services. Donc, ou le gouvernement. Je passe pour l'environnement, smart environnement, d'accord. Aujourd'hui, avec les smart grids, on va gérer les déchets, sans déchets. Vous n'allez plus voir vos déchets. Les déchets vont aller au dépotoir et vont aller à la décharge sans qu'on les voie. Aujourd'hui, une agence de voyage fait des contrats sans voir les touristes. Et ces voyageurs, ils ne les connaissent pas. Ils connaissent que les noms. Donc, pour voyager de Canada au Moyen-Orient, l'agence de voyage, il contracte plusieurs contrats, mais il ne voit pas le produit fini qui est le client. Donc, c'est la gestion des ressources dans une gestion durable, d'accord? Smart living, on va vivre demain dans la domotique, dans des bureaux, dans des offices où il y a la mobilité, une qualité de vie avec moindre effort. L'environnement aussi, on va essayer de mesurer sa qualité de l'air, l'optimisation de l'énergie. Bon, pour construire cette ville, l'ingénieur est toujours là-dedans. La ville peut définir sa stratégie. Chaque ville, la ville, j'ai dit, à Casa, c'est pas la même chose qu'à Agadir, c'est pas la même chose que Ouagadougou au Burkina. Les 3 piliers importants pour une stratégie, donc c'est les infrastructures, donc on doit construire tout ce qui est infrastructure, l'eau potable, l'électricité, l'énergie et le transport. On va utiliser aujourd'hui l'Internet des objets, donc Internet of Things, avec les capteurs, les réseaux, les senseurs, et j'en passe. L'utilisation des smartphones aujourd'hui. Vous savez qu'au Kenya,
Le transfert d'argent, il y a plus de transfert d'argent, je crois qu'il est classé parmi les pays africains qui font le transfert d'argent via les mobiles. La paie se fait aujourd'hui au Kenya via le mobile. Donc, c'est le pays, je crois, le mieux classé en transfert d'argent et e-argent ou e-money. Parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure, d'accord, pour aller dans le continent. Utilisez les 4G qui sont disponibles à l'usage des citoyens. Tout le monde aujourd'hui peut avoir une connexion à 5-10 dirhams. Second composant, c'est les métiers de données, de transfert de données, le BIM, le Building Information Modeling, qui permet une administration intelligente. On en a parlé tout à l'heure, si vous étiez avec nous, sur le twin virtuel avec l'expérience de Ecosneta. L'automatisation, c'est quoi? Les tâches que vous faites chaque jour, qui sont répétitives, il faut les automatiser. La paie qu'on fait chez nous à l'entreprise, on l'automatise. Le trafic des trains, on l'automatise. L'accès, gestion des flux, on l'automatise. Pour gagner du temps, donc il y a des logiciels aujourd'hui qui se produisent, qui sont produits pour l'automatisation. Big Data, ça c'est le challenge. Le Big Data aujourd'hui, c'est lui qui va nous conduire vers l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, je vais évoquer juste les smart contrats. Quand on a parlé de l'agence de voyage, il fait des contrats smart où on se voit pas, les deux protagonistes ne se voient pas. Ils signent un contrat, ils s'exécutent le contrat, ils sont payés, ils ne se voient pas via l'intelligence artificielle. Les pénalités de retard, les redevances sont payées, la traduction devant la justice, il est acté par la big data sans concevoir. Les pétitions, les requêtes et tout ça. Donc, c'est un truc qui rentre dans le management agile, si vous connaissez agile, l'Arabia al-Rashaqa, ou l'Hawkama al-Rashiqa. Donc, le dernier, c'est le pilier. On a dit que c'est en interne et en externe. En interne, il faut des logiciels pour gérer l'ensemble de ces données. Chez les administrés ou chez les clients et les maîtres d'ouvrage. Je passerai directement à l'ingénieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les infras, celui qui construit le transport, les ponts. Donc, il travaillera sur les designs, programmes, l'exécuting, le monitoring et le closing. Il travaille dans le facility management et l'asset management, la gestion des patrimoines. Tout à l'heure, on a parlé dans le panel précédent de la pathologie des bâtiments. Pathologie, c'est le suivi de l'âge et la structure, l'auscultation et les maladies liées au bâtiment, ou ouvrage d'art. Les nouvelles techniques nouvelles technologies d'information, ils ont besoin d'infra. Il faut le câble au débit, il faut câbler le Maroc à l'Europe, il faut câbler l'Atlantique à l'Afrique. Donc, il faut des infrastructures. Plus. Je pense que sur le temps, on est à ras. D'accord. Donc juste 2 minutes, je passerai voir juste pour vous partager avec vous un peu Je sais que pour le blockchain et tout ça, juste une information qui peut nous être utile. Voilà donc pour quelques exemples. Dans la conception, je passerai à la surveillance, comme j'ai dit, dans la pathologie, et le contract management aussi, il est utilisé dans la smart contract, comme on a dit, le DAO, et le procurement management aussi, il est utilisé smart contract, et les modes de résolution de litige aussi, aujourd'hui. Et vous avez vu, je crois, la semaine dernière, l'avocat robot qui a plaidé dans un tribunal aux États-Unis. Donc, grâce à l'intelligence artificielle. Et je laisse les autres slides pour la discussion après. Et merci. Merci beaucoup, Sir Khalid. Effectivement, ce passage de nous faire une première définition de tout ce qui est smart. Donc, on est en train de voir qu'il n'y a pas que Smart City. C'est des concepts qui réunissent un ensemble de smart. Donc, je passerai la parole à Monsieur Chibou, s'il veut bien.
Bonjour. C'est bon? Je peux commencer. Donc, bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Donc, j'aimerais vous parler donc rapidement de l'apport qu'a la NARSA ou qu'elle peut avoir dans l'avenir en tant qu'établissement public qui est, je trouve, en étroite relation avec cette thématique proposée, traitée, qui est des Smart Cities. Donc déjà, pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la NARSA, c'est un établissement public qui fédère tous les acteurs et tous les métiers en relation avec la sécurité routière. Donc, il a vu le jour en 2020, mais bon, avant, il y avait le CNPAC, qui est le Comité national de prévention des accidents de la circulation, plus plusieurs départements du ministère à l'époque de l'équipement et du transport. En fait, toutes les parties prenantes qui sont en relation avec la sécurité routière. Donc, on parle de Smart Cities, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on ne peut pas parler de ville intelligente sans garantir le droit de vie. Donc, si on veut comprendre déjà le sens du Smart City pour moi, c'est une ville qui intègre les nouvelles technologies donc pour garantir une qualité de vie de ses habitants. Donc, une qualité de vie, cela suppose une meilleure mobilité, une meilleure sécurité et une meilleure efficacité énergétique. Donc déjà, pour rappel, malheureusement, en moyenne, chaque jour, 10 personnes perdent leur vie sur les routes. Et majoritairement, c'est à cause du comportement humain. Plus de 80%, la principale cause, c'est le comportement humain. En agglomération, 80% des tués sont les usagers vulnérables, c'est-à-dire les conducteurs de deux roues et les piétons. Donc, c'est une cible qui est prioritaire pour la NARSA. Donc, comme je disais, la sécurité routière et le concept du Smart City sont étroitement liés dans la mesure où la ville intelligente intègre la sécurité routière dans son mode de gestion et d'aménagement urbain. Donc, bien sûr, on a une stratégie nationale de la sécurité routière qui est étalée entre 2016 et 2027 et qui vise à adopter des comportements plus responsables des citoyens, des usagers de la route, et bien sûr de développer des routes plus sûres au Maroc. Donc, quand on dit, quand je dis la NARSA, la stratégie nationale de sécurité routière, notre objectif ultime, c'est de réduire le nombre d'accidents, le nombre de tués à l'horizon de 2026 de 50%. Donc, si on arrive à réduire ces accidents de la circulation, automatiquement, l'impact est là sur la mobilité. Donc, on réduit les accidents de la circulation, on réduit l'impact des congestions qui sont sur nos routes. Donc, un accident de la circulation impacte négativement la mobilité et impacte par conséquent le temps qu'un citoyen va passer pour se déplacer dans une ville. Donc, également pour tout ce qui est efficacité énergétique, nous essayons d'encourager et de promouvoir des moyens de transport alternatifs, à savoir tout ce qui est des moyens de transport écologiques, plus écologiques en tout cas. Donc, le vélo, la marche, les transports en commun, donc le bus, le tramway, et pourquoi pas le covoiturage qui reste une solution écologique. Donc, au lieu que toute personne voulant faire un petit déplacement dans la ville prenne sa propre voiture, donc pourquoi ne pas faire appel à ce mode aujourd'hui qui est très préconisé en Europe. Et bien sûr, ça suppose d'avoir un encadrement et une réglementation derrière. Donc, une meilleure mobilité pour les citoyens et une meilleure efficacité énergétique, mais aussi une meilleure sécurité. Donc, une ville intelligente également utilise les nouvelles technologies, des technologies à la pointe, pour surveiller le comportement de certains conducteurs, des comportements dangereux,
malheureusement pour des personnes qui conduisent en état d'ébriété, par exemple, ou l'excès de vitesse, les personnes qui brûlent les feux rouges, etc. Et justement, le ministère du Transport et de la Logistique, avec la NARSA, ont fait l'acquisition de plus de 550 radars de nouvelle génération pour la constatation des infractions routières. Donc, j'aimerais quand même, puisqu'on parle de Smart Cities, de nouvelles technologies, vous donner quelques chiffres et quelques caractéristiques de ces radars intelligents de nouvelle génération. Donc, déjà, nous avons 276 radars de contrôle de vitesse sont installés en hors agglomération sur les routes nationales et régionales. Et 204 radars de contrôle du respect de feux rouges et de la vitesse sont installés en agglomération, en ville. 72 radars de contrôle de la vitesse moyenne, là on parle de contrôle de vitesse moyenne, sont installés au niveau des autoroutes. Quelques caractéristiques techniques, je vais être bref. Donc ces radars de nouvelle génération permettent de constater l'infraction de dépassement de vitesse maximale, de constater l'infraction de non-respect de feux rouges, de constater l'infraction de franchissement de ligne continue, de constater l'infraction sur les voies interdites, la vitesse moyenne sur les autoroutes, etc., etc. Évidemment, tout cela, on peut le retrouver sur l'application infraction routière, le paiement des amendes, le suivi des dossiers, etc. Tout est assuré sur l'application. Ceci dit, évidemment, on ne table pas que sur l'approche coercitive et que sur la sanction. Il y a plusieurs chantiers qui sont en parallèle, qui sont lancés. Donc, on n'oublie pas le travail sur le facteur humain, c'est-à-dire l'éducation routière des enfants, la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation 360, que ce soit l'affichage, le print, la télévision, le digital. Donc, tous les canaux de communication sont bons pour sensibiliser ces habitants de cette Smart City, qu'on espère qu'ils adoptent un comportement citoyen responsable pour avoir moins d'accidents et moins de mortalité sur nos routes. Parce que le droit à la vie, c'est ce qu'il y a de plus noble et de plus important. Donc voilà, je ne vais pas tarder plus que ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sichibou. Effectivement, le sujet d'avoir défini aussi des caractéristiques à cette Smart City fait partie en fait des normes pour pouvoir mieux définir qu'est-ce qu'on veut atteindre et les enjeux. Donc effectivement, je passerai en fait à l'avis de Simonir parce que j'aurais apprécié, vu que quand on a démarré hier, il y avait tellement de paramètres, tellement d'intervenants, et puis Smart City ne peut pas se limiter uniquement à 2 ou 3 intervenants. Donc il faudrait qu'on arrive à assurer ces passerelles de communication, et je pense que Simonir Rifi, en tant que directeur du CITT, on est vraiment une plateforme aujourd'hui. Donc s'il peut nous dire un peu comment il compte s'organiser, voilà son avis. Voilà, merci. Merci, Sibrada. Donc, comment plutôt capitaliser sur ce qu'on a débattu durant ces 2 jours et demain aussi. Donc, je ne vais pas me répéter. Donc, vous connaissez très bien maintenant ce que c'est que la ville intelligente adaptée au contexte marocain, surtout. Et puis, donc, ce qui vient d'être dit par notre collègue de la NARSA. Donc, tout ça, on peut le capitaliser. Est-ce que l'un des objectifs de ce salon, c'est de capitaliser tout ça au niveau du bâtiment CITT, donc l'université Hassan II, donc le président de l'université, nous offre cette possibilité d'intégrer toutes ces solutions dans ce bâtiment. Il est déjà donc prééquipé en intelligence. Il y a la domotique, il y a toute la vidéosurveillance, la climatisation centralisée, enfin tout est centralisé, donc tout peut être contrôlé. Et donc ce que nous attendons de nos collaborateurs, donc des fédérations donc, qui ont bien voulu et que je remercie vivement donc, par leur implication, de tous donc, les intervenants dans ces panels qu'on a suivis hier et aujourd'hui, c'est de mettre à la disposition donc, de ce bâtiment et par l'intermédiaire de ce bâtiment donc, à vous, à tous les usagers,
d'accord, que ce soit des industriels ou universitaires, enseignants, étudiants. Donc, tout le monde peut profiter de ce savoir-faire, de cette ingénierie marocaine. Donc, on précise bien que c'est l'ingénierie marocaine au service de la ville intelligente que nous voudrions mettre donc, dans ce bâtiment. Donc, c'est un démonstrateur, si vous voulez, à échelle réelle et une exposition permanente. Ce n'est pas uniquement les 3 jours du salon que ça va durer. Donc, la plupart des solutions que vous allez voir ici vont rester donc, permanentes. Et donc, tout le monde aura accès à ces infrastructures pour pouvoir expérimenter donc, ces solutions. Donc, c'est ça ce que nous voudrions faire. Et même la proposition de M. Walada est très importante. Donc, juste après, nous allons passer à la constitution réellement d'un conseil d'administration de cette structure, cette nouvelle structure qui va naître donc, après ces débats donc, très, très importants qu'on a vécus. Et je laisserai Walada bien présenter cette. Merci beaucoup, Simonir. Effectivement, Smart City ou quelque part une ville intelligente, c'est surtout en temps réel prendre des décisions. Et donc, on a essayé un peu de le démontrer. Et avant de donner la main, si Brada Abdeltif, en fait, qui est un membre de la Fédération marocaine du Conseil de l'ingénierie. Donc, c'est un cabinet de conseil ingénierie où je voudrais qu'il revienne sur un certain ensemble d'éléments, surtout quand on arrive à définir ces concepts de Smart City et d'avoir défini des caractéristiques, que même quand il y a des enjeux qui sont définis par les politiques publiques et que certainement une économie ou même des éléments qui sont critiques à atteindre seraient souhaitables ou de partager ou même de créer cette collaboration que nous sommes aujourd'hui au train d'atteindre. Donc, il faudrait rappeler que tout simplement, il y a des méthodes. Il y a des méthodes, il y a des process, il y a des scénarios et je pense que le bureau de conseil et ingénierie, en fait, on est un outil aussi important et j'invite à cette occasion Sibrada en fait de revenir sur ces éléments-là pour pouvoir définir par un avis de professionnel comment on peut mettre ce processus qui est sans doute un processus qui n'est pas simple où on peut faire intervenir un certain ensemble d'acteurs et que, vu qu'on veut tout dire en même temps, hein, et qu'on n'a pas le temps pour tout dire en même temps, donc il y a bien un process qu'il faudrait décliner pour faire passer un certain nombre d'intervenants. Et puis, voilà, je vous donne la main, Sibrada Abdeltif. Merci beaucoup. Merci, Sibrada. Merci. Je voulais, pour ma part, définir un tant soit peu le concept de ville intelligente, parce que Smart City, on peut le traduire par ville intelligente, et surtout pour arriver à ce que nous, en tant qu'ingénierie, on pourrait éventuellement apporter à ce concept. Alors, il y a beaucoup de définitions du concept de ville intelligente ou de Smart City. Je prendrai celle-là qui me semble être assez représentative. C'est un concept désignant la capacité d'une ville à utiliser la technologie de l'information et de la communication, donc l'éthique, pour améliorer la qualité des services urbains et réduire leurs coûts. Alors, vous voyez que les intentions sont bien définies. Dans ce cas de figure, en tout cas, ça s'adresse à des services urbains, les améliorer en qualité et en coût. Et en fait, d'autres attributs sont venus enrichir la définition. Ça consiste à prendre en compte l'humain, qui lui ne se restreint pas à la qualité ni au coût. C'est des concepts plus complexes, plus subjectifs.
Alors, quand est-ce qu'elle est née, cette Smart City? Il semblerait que c'est le président Clinton, en 2005, qui a prononcé la première fois le concept de ville intelligente, de Smart City. Et en 90, on commençait à parler de l'informatisation des villes. Ça veut dire que l'irruption de l'informatique dans la cité. Et en fait, avec toute cette évolution initiale, certains philosophes ou intellectuels essayaient de cerner le concept. Et je trouve un assez intéressant, c'est celui-là, qui dit que les villes intelligentes peuvent être identifiées et classées selon 6 dimensions principales. La dimension économie intelligente, la dimension mobilité intelligente, la dimension environnement intelligent, aussi des habitants intelligents. C'est important parce qu'on ne peut pas faire une ville intelligente sans habitants intelligents. Et aussi un mode de vie intelligent. Et pour finir, une administration intelligente. Vous voyez que par rapport à la définition initiale du coût et du prix de revient aidé, il y a un apport de concepts qui sont de plus en plus généraux. Alors, je voudrais dans cette petite chose qui suit, vous tracer un peu l'évolution de cette Smart City aux villes intelligentes. En fait, comme il fallait s'y attendre, c'est le gros de l'ingénierie, en l'occurrence IBM et Cisco, qui sont accaparés. Ces gens-là ont la particularité de chercher l'opportunité là où ils se trouvent, et ils l'ont cherché dans la cité. Alors, donc la première concerne celle des naissances encouragées par les stratégies commerciales des grands groupes IBM et Cisco. La ville intelligente, donc l'intérêt nouveau de ce modèle de ville, était porté par les grands systèmes urbains, énergie et transport. Donc, il fallait s'occuper de cette gestion tout à fait technique de la cité. C'était le premier chapitre de cette évolution. Par la suite, Smart City intègre la dimension participative, elle devient citoyenne. Donc, elle transcende un peu l'approche technocratique de IBM et de Cisco. En troisième lieu, il est apparu le système de la cité-consommation. Et donc, c'est de là qu'on est arrivé à des connexions digitales, des infrastructures technologiques des villes comme plateforme afin de distribuer leurs services à l'ensemble de leurs clients. C'est les taxis, la restauration, les livraisons, enfin, toute cette exploitation de la data pour faire du business. Vous voyez qu'il y a dedans du technique, de l'humain, du mercantile et un peu de tout là-dedans. Mais enfin, c'est ça les évolutions. Alors, de là, il y a des gens qui font des critiques à ce concept de ville intelligente. Mais avant de parler critique, il y a quand même des enjeux importants. Alors, quels sont les enjeux? D'après les Nations Unies, en 2019, 2 personnes sur 3 vivront en ville d'ici 2030. 2 personnes sur 3 vivront en ville d'ici 2030. L'émergence des villes intelligentes s'inscrit donc aussi comme une réponse à la problématique de cette urbanisation importante. Alors, par rapport aux autres enjeux qui attendent cette évolution à la cité intelligente ou la Smart City, il y a aussi l'histoire des stratégies d'atténuation au changement climatique. Il s'agit aussi d'intégrer l'énergie comme variable de développement. Donc, vous voyez que plus le phénomène urbain va en s'accroissant, plus il sera absolument nécessaire d'appel aux nouvelles technologies pour le gérer de façon intelligente. Dans sa dimension technique, mais dans sa dimension humaine aussi. Je ne m'attarde pas là-dessus outre mesure.
je voudrais voir quand même quelques risques, parce que c'est important qu'on parle quelques risques qui sont liés à cette chose. Alors, la ville est un phénomène total où se condensent l'économie et le social, le politique et le culturel, la technique et l'imaginaire. Et partant, toute approche fractionnée qui privilégierait un domaine unique aux dépens des autres manquerait de pertinence. Donc là, c'est le philosophe qui parle. Il ne faut pas laisser de côté l'humain. Il faut intelligemment mixer le technologique, le technique et l'humain. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Et donc ces philosophes disent que la ville intelligente ne devrait pas se concentrer sur le seul champ technique au détriment des autres champs tout à fait importants pour la cité. Le point 2 des choses qu'on peut reprocher à la ville, c'est qu'elle devrait servir à argumenter et à consolider des décisions des citoyens d'un territoire et non décider à leur place. Ça, c'est très important, parce que souvent, il apparaît, dans certains cas, que la technologie s'impose aux décideurs. En fait, il faut que le décideur garde quand même une latitude et qu'il ne soit pas asservi par la technologie. C'est une des craintes qui est reprochée à la Smart City. En troisième lieu, il y a le fait qu'il y a les services, certains acteurs privés qui ont accès à l'information concernant les citoyens, se posent le problème de l'utilisation de l'information des personnes de façon abusive. Ça aussi, c'est une problématique qui est très importante et auquel il faut apporter une certaine réponse. Voilà, en gros, certains points importants. Je voulais juste rapidement, sur le plan pratique, comment se traduit sur le terrain le thème, enfin le concept de ville intelligente. Je dirais que ceci peut se résumer de la manière suivante, d'un point de vue technique. La ville intelligente est une ville de réseaux interconnectés et pilotée à distance par des logiciels de gestion centralisés. L'ensemble des infrastructures et services de la ville maillés par ces capteurs doivent être connectés à un réseau de télécommunications pour être contrôlés à distance, optimisés grâce à des outils numériques. Par des moyens techniques, la gestion doit gagner en efficacité opérationnelle, permettre des économies de ressources et représenter un gain financier pour la ville et ses citoyens. Voilà donc pour vous dire sur un plan concret ce que c'est que cette gestion, cette ville connectée ou intelligente. Alors, sur un plan pratique, ceci peut concerner la surveillance du niveau des pollutions, le trafic routier, l'histoire du contrôle, par exemple, un point sensible au Casablanca, parce que quand vous cherchez une place de parking, ce n'est pas évident. Il faut des fois courir 1 heure pour trouver quelque chose. La ville intelligente peut apporter des réponses pertinentes à cette situation-là, et je crois que c'est pratique. C'est pratique. Donc là, c'est une application tout à fait pratique. Voilà, je m'arrêterai là sur les définitions, sur les avantages, sur les inconvénients. Et je voulais là essayer de tirer quelques conclusions pour l'ingénierie et pour la ville. Primo, comme je disais tout à l'heure, l'évolution des villes est telle, leur dimension est telle qu'il devient impossible de les gérer à la manière de papa. C'est fini. Il faut trouver une alternative. La data devient extrêmement importante. Je pense donc, ça c'est un sujet de débat. C'est dommage qu'il n'y ait pas une salle importante pour pouvoir débattre d'un sujet aussi important. Est-ce qu'il y a une alternative à la ville intelligente? À mon avis, il n'y en a pas. Il faut le faire intelligemment, mais il n'y a pas d'alternative à la ville intelligente. Ça, c'est de 1. Alors, si vous êtes d'accord sur ce constat, il faut qu'aujourd'hui, on s'y prépare. Il n'y a pas de génération spontanée. On ne va pas se mettre à intelligencier nos villes comme ça, spontanément. Ça demande une préparation extrêmement importante. Alors, comment on va s'y préparer? Et là, je fais quelques recommandations. La première,
c'est que, qui dit ville intelligente, Smart City, dit il y a de la technologie, il y a de l'ingénierie dedans. Et qui, mieux que l'ingénierie nationale, peut apporter sa contribution à développer ce chantier extrêmement structurant. Donc, l'ingénierie là a une responsabilité importante qu'elle doit assumer. Pourquoi l'ingénierie? Parce que l'ingénierie maîtrise déjà toutes les techniques qui concernent la cité, que ce soit le transport, que ce soit la voirie, que ce soit l'assainissement, que ce soit l'eau potable, que ce soit l'électrification. Toutes ces techniques sont maîtrisées par l'ingénierie. De là à concentrer ça par, comme j'ai dit tout à l'heure, un ensemble de capteurs, à centraliser la data et à optimiser, l'ingénierie n'a qu'un petit pas à faire, elle est capable de le faire. Ça, c'est de un. C'est extrêmement important. Donc, je répète, on ne peut pas faire l'économie d'une ville intelligente dans l'avenir dans ce pays. Deux, le meilleur acteur, en tout cas aujourd'hui, qui peut initier cette chose-là, c'est l'ingénierie nationale. Trois, l'ingénierie, qu'est-ce qu'il emploie? Il emploie des cadres, il emploie des ingénieurs, des techniciens, l'université. Je suis heureux d'être dans une antenne universitaire, un rôle fondamental dans la préparation des générations qui vont s'occuper de cette mission noble et importante. Et je crois que la ville, l'université, pardon, doit dès à présent programmer des formations dédiées à ce concept de ville intelligente. En dernier lieu, il y a la ville elle-même. La ville elle-même, il y a des élus, mais il y a aussi le pouvoir public qui est représenté à travers le ministère de l'Intérieur. Et je propose dans les recommandations, ces recommandations qu'il y a, de sensibiliser les pouvoirs publics et les élus pour qu'on lance au Maroc une action, une ville pilote pour être la première ville intelligente, pour en tirer toutes les leçons, les positifs, le négatif, etc., pour ensuite généraliser le concept à d'autres cités dans ce pays. Et je pense qu'une des cités qui se prête peut-être le mieux à cela valeur aujourd'hui, c'est la ville de Znata. Parce que c'est une ville qui démarre, qui a une certaine modernité, qui a des fonctionnalités tout à fait diverses. Il y a une fonctionnalité, bien sûr, d'habitation, d'université, parce qu'il y a un CHU qui est prévu là, de jonction avec une grande métropole qui s'appelle Casa, etc., etc. Je pense qu'il ne faudrait pas, je voudrais qu'on fasse mieux que ce qu'on fait aujourd'hui avec la participation, qu'on puisse investir beaucoup d'efforts au niveau des pouvoirs publics pour démarrer ce chantier de vie nouvelle sur un site pilote dans ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sibrada. Effectivement, il y a eu de grands enseignements. Les politiques publiques sont différentes de pays en pays. Effectivement, ce qu'on peut faire dans un pays qui est appelé la France, c'est pas celui comme ce qu'on peut faire en Suisse, c'est pas ce qu'on peut faire en fait en Pays-Bas, c'est pas ce qu'on peut faire en Finlande. Et donc, à charge pour si c'est un continent en Europe, on peut pas le faire pour un continent en Afrique, ni en Asie, ni en Amérique. Et à charge pour nous que si c'est une expérimentation qui se déclare au niveau de notre pays, ça peut donner en fait naissance à des cultures qui réunissent en fait ce que des politiques bien réfléchies. Voilà. Maintenant, je reviendrai sur quelques points et avant de faire interagir un peu la salle, donc j'aurai des questions précises que je vais mettre un peu dans le couloir. C'est dans les premières, c'est que on veut atteindre des concepts. Effectivement, si Monsieur Chiboub, il en a parlé de 2 ou 3 concepts en plus, celui du concept Safe City et même du concept Responsable City, donc qui sont des concepts, je dirais, lourds, hein, au-delà en fait du concept Smart City. Et donc, du coup, nos politiques publiques, quand ils vont un peu réunir tous ces concepts, c'est des choix, c'est des compromis. Et c'est des compromis, ils doivent être quelque part retenus, quelque part, traduits, traçables, pour qu'on puisse les améliorer au fur et à mesure.
Alors, première question que je poserai, est-ce que vous voyez que en ayant CITT parmi nous, en fait, une enceinte autant importante avec un conseil d'administration qui réunit tous les professionnels, déjà toute l'ingénierie, parce que quand même c'est une passerelle qui va être entre le monde universitaire qui manquait et le monde des entreprises. Et donc, est-ce que vous voyez que en ayant un outil qui s'appelle le CITT, qui a été, j'ai même été impressionné hier que depuis 2011, cet établissement était là, et ou 2009, vous me corrigez un peu les dates, et que on voulait en fait qu'il assure cette passerelle entre le monde universitaire et le monde des entreprises. Donc il y a quelque chose qui manquait. Et si aujourd'hui il est renforcé en termes de conseil d'administration avec un ensemble de professionnels, et on adosse à ça une certaine procédure, une certaine méthode, ou un processus ou une méthodologie qui permet d'avoir l'interaction de l'ensemble de ces intervenants, parce que c'est ça. C'est qu'il ne faut pas qu'on essaie en fait de perdre quelques-uns sur le chemin. On voit un peu quand on fait des projets, eh ben on en perd certains. Et le but, c'est pas de les perdre, c'est plutôt de les impliquer. Parce que c'est ça, smart. Smart, c'est aussi avoir à ce que ça soit partagé par le maximum des professionnels que nous sommes. Donc, je poserai cette question toute simple pour dire, est-ce que une entité aussi importante comme le CITT, qui peut assurer cette passerelle, moyennant un process ou une méthodologie qui peut faire dans l'approche de la collaboration, de nous tous, est-ce que vous y acceptez? Et donc, j'aimerais bien avoir l'avis de tout un chacun dans dans ce panel, sachant que de ce panel, chacun, il intervient à travers des enjeux qui sont surtout légaux, où il y a une certaine partie des normes, des lois, des textes. Donc, chacun, il peut assurer son relais. Alors, je commencerai par Sir Khalil Azari, s'il veut bien, en fait, réagir. Voilà, merci. Merci, Sebrada. Donc, si tu prends le flambeau, depuis 2011-2009, je crois, il a été fondé. C'est vrai, il était dans l'incubateur et il était fœtal, vous l'avez construit. Et c'est vrai, à l'échelle de 10 ans, il a fleuri, il a commencé à toucher nos amis les Africains. Moi, je fais des missions en Afrique, donc je descends en Afrique de l'Ouest. Donc, j'entends parler de pas mal d'experts marocains. Et il y a nos amis aussi, les Africains, dans le cadre de la collaboration Sud-Sud, qui s'intéressent à ce qu'on fait ici au Maroc. Et c'est vrai qu'il y aura une autre édition qui se prépare d'ici peu, je crois, dans la ville de Dakhla, où nous serons aussi sollicités et présents. Nos amis, nos Africains demandent notre vision qu'on voit aujourd'hui et notre expérience au niveau de Thinking Smart, parce qu'on est en train de penser aujourd'hui à la City Smart. C'est vrai, comme vous avez dit, M. Brada, c'est Mounir aussi, que le concept, il est né de sa nature. Le concept qu'on va faire demain pour Abidjan ne sera pas le même qu'on a fait, par exemple, où on va faire à Nador. Le concept qu'on va faire dans l'esprit, aujourd'hui, on est en train de, comme a dit c'est Brada aussi, quand il a parlé du pouvoir public qui trace les politiques, on est dans une optique de régionalisation. La région de Fès-Meknès, il est à vocation agricole. Il y aura des zones industrielles moins orientées agriculture. La Smart City qu'ils ont besoin est différente de, par exemple, la région de Znata. Donc, je crois que si TT aujourd'hui, il va faire un autre élan, il va grimper d'un cran, il va devenir une locomotive de cette pensée, ce think taking qu'on est en train de faire ici au Maroc. Et nos amis africains, ils nous ont sollicités
et attend toujours de collaborer ensemble. Merci. Merci beaucoup, si Khalid. Si Chiboub, s'il vous plaît. Donc, il y a déjà beaucoup d'idées intéressantes qui ont été dites. Juste pour ajout, donc le concept de Smart City est un concept, c'est pas un concept utopique, c'est un concept réalisable, mais qui est multidisciplinaire et qui implique l'engagement de toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées autour d'un projet. Et comme un de mes chers collègues venait de dire, il faut se lancer, il faut commencer par un projet pilote à généraliser par la suite sur les autres cités, évidemment en prenant en considération l'aspect régional, parce que ce n'est vraiment pas la même chose si on parle d'une ville, d'une smart city par exemple, qui est dans une région agricole, une autre qui est dans une région plutôt industrielle, ou dans nos régions du Sud, etc. Donc, ça, c'est pas la même chose. Il faut prendre en considération cet aspect-là. Et je pense qu'il faut faire aussi cet effort d'encadrer et de mutualiser les efforts de toutes les parties prenantes et de lancer un projet, comme je viens de dire, un projet pilote, avec la participation de toutes les parties qui sont concernées. Donc l'infrastructure, le transport, le contrôle, vraiment tout est concerné par ce concept-là. Et j'espère bien que ce concept, Inch'Allah, voit le jour très prochainement au Maroc. Et pourquoi pas le généraliser et le voir se généraliser à toutes les parties du royaume. Merci beaucoup, Monsieur Chibou. Alors, on a parlé de vous, si Rifi, pour cette fois-ci, on ne va pas encore reparler, hein, parce que je pense que si aujourd'hui on met en place des acteurs qui vont commencer à définir ce qu'on appellerait le conseil, hein, pour qu'on puisse aller plus loin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a toute une fédération qui est là, une fédération marocaine du conseil d'ingénierie, donc qui réunit un peu l'ensemble des acteurs qui font dans la réflexion du conseil et de l'ingénierie, et elle devrait aussi prendre sa part dans la responsabilité, hein, de produire des solutions. Et donc, et là, j'inviterai Sibrada de revenir en fait par nous informer, est-ce que nos cabinets de conseil et ingénierie, avec des cabinets qui interviennent dans tout ce qui est risque, des cabinets qui interviennent dans tout ce qui est collège, il y a un certain ensemble de collèges, est-ce qu'on arrive en fait à traduire tous ces concepts qui sont identifiés par les maîtres d'ouvrage, surtout que si un maître d'ouvrage décide de retenir une certaine politique, est-ce qu'on arriverait à travers nos collèges ou à travers les collèges de la FMCI à couvrir l'ensemble de ces smart ou de ces concepts? Oui, là, au-delà des discussions fort intéressantes qu'on peut avoir les uns avec les autres, il faut passer à un plan d'action. Voilà. Il ne faut pas rester au niveau de la théorie, au niveau des bonnes idées, il faut les traduire sur un plan pratique. Et effectivement, cette traduction implique que les maîtres d'ouvrage soient sensibilisés, n'est-ce pas, et qu'ils réalisent l'importance de l'ingénierie dans une telle démarche, l'importance aussi de l'université, comme on l'a dit. En fait, cette chose-là agglomère pratiquement tous les intervenants qui vont se mettre autour d'une table. J'espère en tout cas pour cette réunion qu'elle soit initiatrice à une activité qui rassemblerait des gens, des décideurs. Parfait. Je pense que c'est important. Quelqu'un pouvait, je ne sais pas, on peut faire la recommandation à l'urbanisme ou à l'intérieur, ou à dire, qui rassemble ces gens-là et qu'on aura des salles pleines et qu'on palabre sur ce sujet en mettant sur la table les démarches les plus appropriées. Quel est le rôle de chaque intervenant, le rôle de la cité, de ses représentants, de ses autorités, le rôle de nous autres en tant qu'ingénierie et puis le rôle de l'État en tant qu'État central. Tout cela pour aboutir à un plan d'action. Je pense que cette démarche est incontournable.
Parfait. Il faut œuvrer, si on sort de cette petite réunion avec une conviction, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, une ville mieux gérée est une nécessité vitale. Il est incontournable. Il faut qu'on vende cette idée déjà. Et donc, pour aller à la phase suivante et construire un schéma de gestion optimisé avec ce qu'apportent les nouvelles technologies comme outils de travail, si on réalise ça, je suis sûr qu'on va démarrer, Inch'Allah, soit une cité pilote à l'école, dans le milieu rural, dans le milieu industriel. Et puis, nos petits-enfants, ils verront des cités mieux gérées que ce que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Sibrada. Donc, je donnerai la main. Allez-y. Oui, allez-y. Si... Juste, donc, je ne veux pas revenir à l'histoire. Là, vous avez parlé de la naissance de. C'était un centre de recherche et d'innovation à l'époque. Mais là, pour moi, la cité d'innovation, elle est née aujourd'hui. Enfin, elle est en cours de naissance. Elle n'est pas encore née. Parce que d'ailleurs, le processus est un petit peu lent. Donc, on a entamé le processus d'accréditation de la cité d'innovation au niveau des ministères concernés, donc le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, les trois ministères sont donc appelés à donner leur label, et bien entendu, avec le label de la cité d'innovation à l'échelle nationale. Donc, il y a tout un accompagnement, financement, ressources humaines, etc. Donc, pour moi, c'est la naissance de la cité d'innovation. Et cette naissance, j'aimerais que ce soit avec vous. Donc, il ne faut pas que l'université crée une cité d'innovation. Après, on fait appel à des partenaires. Je ne veux pas que vous soyez partenaires par la suite. Je veux que les fédérations donc concernées actuellement, qui sont parmi nous, participent à la création de cette cité. Donc, la vision soit partagée par tout le monde. Une vision donc, dont on a débattu largement, donc je ne vais pas me répéter. Donc, la cité, il faut se l'approprier. Il ne faut pas laisser... Sibrada, il a dit tout à l'heure que l'université a un rôle important. Bien entendu, c'est sûr. C'est elle qui produit les cadres qui vont travailler dans nos cités intelligentes. Donc, s'ils ne sont pas imprégnés par cette culture, ça ne marchera pas. On peut créer les cités qu'on veut, mais on n'a pas les ressources adaptées. Même nos cadres ne sont pas prêts pour ça. Et ça, je ne suis pas au courant d'une filière cité innovante ou ce qui se rapproche. Il y a bien entendu tout ce qu'utilise la cité intelligente, mais il y a pas, ces notions-là ne sont pas encore introduites dans le cursus de formation de l'université. Donc déjà, ce concept, donc on peut le proposer pour les nouvelles accréditations de filières de formation. Donc ça, c'est une proposition concrète qu'on peut apporter en tant que conseil d'administration, même ajouter quelques modules complémentaires ou optionnels, on appelle ça des modules optionnels dans les cahiers des normes pédagogiques, et qui peuvent donc favoriser cette culture de ville intelligente. Donc, il y a plusieurs propositions. Donc, Sibrada a parlé il faut passer à l'action tout simplement. Donc, il faut commencer dès maintenant à concevoir donc, cette nouvelle vision. Donc, le laboratoire ouvert, c'est la cité d'innovation. Votre intervention donc, à tous et à toutes donc, est la bienvenue. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup aussi, Mounir Rifi, de l'avoir reprécisé. C'est ce qu'on voulait en fait, c'est qu'à travers un engagement de tous, je pense que les 48 heures ont été largement, ils ont interpellé un certain ensemble d'intervenants et donc on va interagir avec la salle. Donc s'il y a des questions, Madame Moumeyaz. Merci à vous. Merci pour vraiment les exposés, les présentations très concises. En fait, j'ai certaines questions, 3 ou 4. La première, c'est vraiment quelle est la stratégie efficiente pour pouvoir réussir nos projets prévus pour être ville intelligente. Vous venez de dire, en fait, c'était une question à laquelle vous avez répondu en dernier, une partie, donc vous avez parlé de
Déjà, ce que j'ai retenu, c'est un site pilote, c'est la cité. 2, c'est le partenariat université, privé, public. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Exact. Et il faut vraiment proposer une stratégie à court terme. Il faut préparer les techniciens. Il ne faut pas se prolonger, se projeter seulement pour avoir des cadres supérieurs. Parce que le privé, on est en train d'investir, on est en train de changer la résistance au coût. Du coup, il faut aussi penser au privé que déjà on a dépensé, on a investi. Il faut nous préparer des techniciens en parallèle des ingénieurs. Parce que les techniciens, on peut les avoir dans 2 à 3 ans, alors que les ingénieurs, minimum 5 ans. Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment partir dans cette philosophie. Sinon, on ne pourra pas réussir. C'est comme si on est chacun dans son côté. Le collaboratif, on ne pourra jamais l'atteindre. On sera chacun dans son petit coin. Chacun, ça dépend de sa spécialité. Par exemple, ceux qui sont dans la sécurité, ceux qui sont dans la mobilité, donc chacun dans son coin. Ils cherchent à rendre smart son axe métier. Une autre question, c'est que comment anticiper à rendre collaboratifs toutes ces données qui seront, tous ces flux de données qui sont pluridisciplinaires. Par exemple, je vois dans la sécurité, le trafic, vous avez en fait des softwares que vous utilisez. La sécurité, ça sera aussi la même chose, l'incendie, etc. Donc, y a-t-il une interopérabilité? Il faut qu'on fédère toutes ces informations. Du coup, une commission pilote aussi s'impose derrière ça, parce qu'il faut anticiper comment gérer ces données. Déjà, l'idée de gérer les données et de savoir la grandeur et l'ampleur de ce volume par rapport à l'Internet aussi. Est-ce que la 5G dont nous parlons aujourd'hui suffira demain pour supporter tous ces différents flux que nous souhaitons réaliser, concrétiser dans le futur? Il faut penser aussi à vraiment cette donnée. Un point très important, c'est nous aurons demain entre les mains toutes les informations. Toutes les informations, à la fois la propriété foncière, qui est un droit privé, le nom du propriétaire, l'information 3D, l'information XD. On pourra autant de métiers, autant de dimensions qu'on pourra avoir dans nos bases de données dans le futur. Comment contrecarrer les hackers contre ça? Vous savez maintenant, si je prends l'exemple de la banque, combien de personnes ont eu des problèmes vis-à-vis de leur compte? Donc, vraiment, il y a de l'intelligence ici. Et c'est un point qui va se poser fort et dur contre c'est-à-dire, vraiment, il faut penser. C'est pour ça qu'il faut aller dans un groupe, avec un groupe cohérent et il faut sous-estimer personne. Il faut avoir toutes les parties prenantes qui peuvent agir à la construction de cet ouvrage-là, parce que vraiment, ça va poser une vraie problématique. Par exemple, si on pose le cas aussi de la médecine, si on est dans une opération smart, est-ce que si on a l'arrêt de coupure d'électrique de l'Internet, on peut arrêter notre opération? Parfait. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Alors, je ne sais pas qui voudrait répondre à Madame Oumeyaz. Et je pense qu'effectivement, vous avez soulevé des questions importantes. D'abord, le PPP maintenant qui est à la mode, le public-privé, c'est une approche absolument incontournable dans ce cas de figure. Et je pense que cette culture du PPP doit rentrer dans notre façon de faire, parce que l'État ne peut pas tout faire, le privé ne peut pas tout faire. Et il faut mélanger les deux, et c'est l'avenir. Et il faut apprendre à travailler ensemble. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la fameuse question de collaboration entre intervenants.
Vous avez parfaitement raison. À l'ingénierie, nous sommes confrontés à un petit problème simple qui traduit cette problématique. C'est que quand on soumissionne à des marchés publics, on nous demande l'inscription à la CNSS. On a dit à l'administration, vous n'avez qu'à demander à la CNSS d'accéder aux fichiers de la CNSS, vous pouvez contrôler rapidement s'il est dedans ou pas. Et on va économiser beaucoup de temps et d'argent. Ils ne communiquent pas entre eux. Ils sont allergiques à la communication entre eux. Alors de là à construire une cité avec de l'information partagée, il y a un obstacle psychologique énorme. Il faut qu'on apprenne à gérer cet obstacle. C'est vrai, et c'est le troisième point, le problème, vous avez soulevé le problème de la conserve de la propriété foncière, ça consiste à un truc privé. Et qu'il soit dans le domaine public, c'est un peu gênant. Donc là aussi, comment protéger la vie privée des gens tout en partageant des informations entre administrations. Par exemple, au Canada, pour vous dire à quel point ça pose des problèmes. Le service d'immigration n'a pas le droit d'avoir les fichiers des impôts et des sociétés, parce qu'il se trouve que pas mal d'émigrés magouillent un petit peu et ils créent des sociétés plus ou moins machin, et ils sont élégants, ils disent cela pour protéger la vie privée, on n'a pas le droit. Donc vous voyez qu'il y a des arbitrages à faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun et qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre en commun? Et à mon avis, la réponse à cela est simple. Il faut commencer avec un processus simple. Il ne faut pas rêver. On ne va pas commencer à faire la méga cité avec la méga information. Il faut commencer par des choses simples et aller progressivement. Alors, je voulais aussi attirer l'attention et saluer les organisateurs de cette petite carrefour. Vous me direz qu'il n'y a pas de participants, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'il y a un sociologue qui a dit quelque chose quand je faisais ma scolarité, et j'ai retenu la chose très importante. Il disait que les sociétés évoluent, des énormes sociétés évoluent parce qu'un individu Y a une idée et que ça a fait bouger une société. J'ose espérer que notre petite rencontre puisse faire bouger ce processus au Maroc de moderniser la gestion de nos villes. Merci. Merci beaucoup, Sibrada. Effectivement, Madame Oumayez, vous avez touché la notion de criticité. Et autour de la gouvernance, il y a trop à dire. Et donc, on ne va pas aller jusqu'à être dans les profondeurs dans cette petite commission. Donc, on laisserait les choses s'installer. Et puis, en démarrant, donc vous allez voir que les mécaniques existent et les solutions aussi existent. Et c'est ce que je voulais en fait avoir de Sibrada. Est-ce que la compétence existait dans le conseil et l'ingénierie? Et il nous l'a bien confirmé, alhamdoulilah, à travers son parcours. Il est en train de nous dire que nous régorgeons de compétences à travers notre pays et donc on peut démarrer. On peut démarrer. Alors maintenant, le deuxième point que vous avez aussi soulevé n'est que quelque chose qui concerne l'utilisation des données ou plutôt les fractures numériques qu'il peut y avoir. Et là aussi, on peut dire qu'il y a des réponses. Donc, si aujourd'hui on mettra en place des solutions qui sont simples, où la performance dépendra du projet lui-même. Donc, il ne faut pas trop rêver. Donc, faisons déjà les projets un à un et améliorons les process. Parce que c'est que comme ça comment on peut avancer. Il faut bien que quand on démarre, on va continuer à apprendre. Et de cet atelier, je peux vous dire quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait des entités qui devaient être là pendant ce panel. Or, ils étaient dans des panels avant, et il y a d'autres qui sont venus, même d'avant, qui n'étaient pas dans leur panel, ils sont aujourd'hui là. Ça veut dire que le process, il est évolutif et en temps réel. Et je peux vous dire, pour moi, qui devait que modérer 4 ressources avec ma personne qui était 5, je me retrouve avec le chiffre 5. Bon, maintenant, qui était là, qui devait être par ailleurs, le but c'est qu'on a incrémenté pendant ces 48 heures l'ensemble des
des intervenants. Et je vous remercie d'avoir été tous présents pour qu'on puisse tous partager nos informations, ou je peux même dire on capitalise aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une information, peut-être qu'on n'est pas nombreux dans la salle, mais il y a des gens qui nous suivent en ligne, en direct. Voilà. Donc l'information est diffusée partout. Eh bien, je tiens aussi à remercier ADD, qui nous a aussi permis d'avoir ces outils numériques pour pouvoir transmettre par ailleurs. Donc, vous voyez que même s'il y a personne qui sont là de ADD, ben, ils œuvrent dans les coulisses. Voilà. Je tiens à les remercier. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres mots. Oui, juste pour Madame Keltoum, il a évoqué le collaboratif, d'accord. Et n'oublions pas que notre réflexion est basée et sera basée demain sur l'apprentissage, sur la route de Deming, PDCA, ou le e-learning. La Smart City aujourd'hui, il va nous aider demain, via ces machines, à faire apprendre aux citoyens le smart thinking. Donc, on va être dans une roue de Deming. On va lui montrer comment il va jeter les déchets, comment, quand il jette le déchet, l'incidence du carbone, quand il va prendre le bus, c'est quand il prend la trottinette électrique, il va la déposer. Il y a la borne, donc il va apprendre. Et chaque jour, il apprend des choses. Et aussi, nous, aussi dans les panels ou dans les comités de recherche, on apprend toujours. Et c'est par l'apprentissage que on va devenir smart au niveau du citoyen et jusqu'au niveau du gouverneur ou du décideur. Merci. Merci beaucoup, Sir Khalid. Là, vous me faites rappeler que la notion des niveaux qui a été définie par toute une commission européenne, en nous disant qu'il y a 4 niveaux et le premier niveau, on doit disposer d'une certaine stratégie. Je pense qu'on l'a dépassé déjà le niveau 1. Donc, si je dois voir, est-ce que dans le niveau 2, on a pu implémenter autre chose, et vous allez voir qu'on a aussi établi le niveau 2. Alors, et vous voyez que si je fais appel à quelqu'un de l'extérieur, il n'a qu'à voir un peu le travail qui a été fait pour nous noter. On ne va pas se faire noter, on va laisser en fait tout le monde intervenir. Et j'espère que plus tard, on retrouvera en fait une grande famille qui est le Maroc, qui va devenir intelligent. Voilà, avec nos partenaires africains. Merci beaucoup. Je tiens à vous souhaiter une bonne fin de journée et une clôture de ce salon. Merci à vous. Alors là, on va remettre un peu les trophées à nos participants, aux animateurs. ذات مستوى عالمي الشيء اللي كيخليها تمتع بمناخ كيمنح الشركات الناشئه الفرصه للولوج السريع لمختلف عوامل التنافسيه. بلادنا كتوفر على طاقات متميزه داخل وخارج المملكه، مبادرات للتمويل، نظام بنكي قوي كيدعم الابتكار والمقاولات الناشئه، مراكز للابتكار، حاضنات ومسرعات، واهم شيء الالتزام قوي. الطموح ديالنا هو نجعلوا بلادنا واحدة من أهم المنظومات الرقمية المبتكرة في إفريقيا باعتبارها محفز للتحول الرقمي في المغرب. وكالة التنمية الرقمية إلى جانب الشركاء ديالها كيسهروا على إنجاز مشاريع مهيكلة لفائدة المواطن والاقتصاد الوطني من خلال جعل الرقمنة رافعة للتنمية. وكالة التنمية الرقمية كتعمل على بناء مغرب مزدهر معتمد على الابتكار، المنح حلم ريادة الأعمال. في أي مرحلة كنتم من المقاولة الناشئة ديالكم، المنصة الرقمية ستارت اب هوب ماروك بويما اللي طورتها وكالة التنمية الرقمية كتمنح لكم العديد من المميزات، نذكر منها الإمكانية باش تعرفوا على ما يقارب 239 مبادرة اللي تقدروا تستافدوا منها واللي تقدمها لكم أكثر من 34 حاملي مبادرة، وخاصة الإمكانية أنكم تستافدوا بكل سهولة من مرشدين في مختلف المجالات. فين ما كنتوا يمكن لكم دابا تولجوا عن بعد وتستافدوا من الخبراء من مستوى عالي اللي منخرطين وملتزمين باش يواكبوكم وتخرجوا أفكاركم للوجود وتنجحوا مشاريعكم. وكالة التنمية الرقمية، محفز للتحول الرقمي.